Après avoir évoqué la problématique défendue par la chrétienté sur le sacrifice qui n'en est pas un et qui était totalement scandaleuse, j'avais rappelé la problématique de la nomination de cet épisode douloureux qu'on appelle, que je n'appelle pas, mais qui est appelé Holocauste. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait développé les fois précédentes et pourquoi nous ne sommes pas l'Holocauste, mais la Shoah, qui en soi signifie une catastrophe. Il y a une autre raison qui est invoquée malheureusement souvent, qui là encore est profondément scandaleuse, à savoir, s'il n'y avait pas eu la Shoah, eh bien, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël. D'accord? Ceci, nous allons le voir, est clairement une absurdité philosophique, une absurdité morale et une absurdité surtout historique. D'accord? Il y a un lien, c'est ce qu'on avait commencé à l'introduction, il y a un lien de contemporanéité entre ces deux événements, l'un profondément douloureux et l'autre profondément joyeux, mais on ne peut pas faire un lien de causalité entre la Shoah et l'État d'Israël. D'accord? Ça, c'est un problème en soi. Une autre approche, j'ai répondu en Israël, dans les milieux religieux, aussi bien que dans les milieux laïques, les événements de la Shoah auraient été le prix que nous aurions été contraints de payer pour la fondation de l'État d'Israël. D'accord? Une sorte de prix à payer. Vous savez que quand le Rav utilise le terme de laïque, c'est parce que c'est sociologiquement parlant un terme usité, mais qui n'a pas de sens d'un point de vue juif. Pas de la même manière que le terme de religieux n'a pas de sens non plus. Et c'est pour donner un petit peu un cadre auquel milieu nous parlons. Cette approche s'appuie sur le fait que, chronologiquement parlant, l'État d'Israël fut fondé immédiatement après la Shoah. En réalité, ce rapprochement ne fait qu'induire en erreur. Il convient de rappeler ici un certain nombre de dates. La déclaration Balfour fut rendue publique en 1917. Je me permets un parallèle rapide. On soit bien un problème essentiel, Rabotai. Repensons à la Megillat Esther, repensons à Purim. Quand j'ai fait toute une série de cours sur la Megillat Esther qui me paraît essentielle. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand Mordechai se retrouve en Perse, il est descendu de Jérusalem. Pourquoi est-il parti de Jérusalem à ce moment-là? Parce que je vous rappelle que le roi Cyrus, le Mède, n'est-ce pas, Koresh Hamadai, ou Darius II, avait était nommé roi de l'empire austro-hongrois, de l'empire perse, Mède-Perse, et il avait dénommé le fait que tout celui qui se reconnaît comme étant le peuple juif, Akadosh Baruch Hu m'a donné, Elohim Sheba Shamayim, vous lisez les chroniques, les derniers mots du Tanakh, tout celui qui se reconnaît comme étant le peuple juif, je cite le verset, il a la possibilité d'aller à l'agence juive et de prendre un billet d'avion pour venir en Israël. J'ai fait un amalgame. Aval, la possibilité d'aller reconstruire le deuxième Beth Amikdash s'il se reconnaît comme tel. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la mentalité? On le retrouve dans le livre de Ezra, le livre de Nehemia, vous avez près de 42 000 juifs seulement à travers le monde entier qui sont venus en Israël. La majorité ne bouge pas. La majorité a considéré que non, ce n'est pas le moment, il faut attendre le Mashiach. Si vous relisez Chagai, le prophète Chagai, qui dit on n'est pas prêt à construire le Beth Amikdash, ça va nous faire des problèmes, le monde entier va être contre nous, ça va coûter beaucoup d'argent. On connaît ce genre malheureusement de temps, et je vous promets que je n'extrapole pas sur le sujet, il suffit de lire le Tanakh pour s'en rendre compte encore une fois profondément. Et donc Mordechai se retrouve à descendre en Perse sur un processus qui a priori est totalement incompréhensible et qui va prendre 12 ans. Il faut être conscient de cela. Tout le processus de la Megillah dépeint un épisode qui, en réalité, va durer 3 jours, puisque la majorité de la Megillah, elle considère 3 jours qui sont en réalité à Pessah, mais tout le processus de l'avènement du roi Achashverosh qui a assassiné Koresh avec les 10 fils d'Aman, etc., jusqu'à la fin de l'événement, tout cela, en tout et pour tout, c'est 12 ans. Donc, il y a un processus historique qui est en marche. Quand il y a le foyer juif qui arrive, l'évocation du foyer juif avec Balfour, il faut se rendre compte dans quel contexte historique on se place. D'abord, vous avez un événement considérable, comme j'ai coutume de le rappeler, à savoir les élèves du Gaon de Vilna. Les élèves du Gaon de Vilna, avec le Rav Shiklov, qui reviennent en Eretz Israël. Et ils sont profondément raillés. Il y a très peu de gens, alors que c'est le Gaon de Vilna, il y a très peu de gens qui ont jugé la perspicacité, la véracité des propos tenus par le Gaon de Vilna dans Kolator. Vous avez en parallèle, aussi étrange ça puisse paraître, les élèves du Baal Shem Tov, en l'occurrence Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui commence son périple en Eretz Israël. Il l'avait commencé pas avec n'importe qui, il a commencé avec le Baal HaTanya, le Admour HaZaken,
Et le Hadmour Azaken s'arrête à mi-chemin, mais lui continue. Il vit dans une extrême pauvreté. Et après cela, vous avez d'autres maîtres, encore une fois, bien connus, comme le Rav, un des élèves du Rav Eliezer Papou, qu'on connaît tous, le Rav Yehuda El-Kelai, qui était en Yougoslavie, le Rav, entre parenthèses, du grand-père de Herzl. Shimon Leibel Herzl, qui était là-bas à Zimlin, le Rav Yehuda El-Kelai. Vous avez un peu plus tôt, vous avez le Rav Tzvi Kalisher, vous avez le Rav Elia Gutmacher, tous ces maîtres-là qui ont prévu, qui ont pressenti que la délivrance du peuple juif est en marche. On se rappelle toujours, et je me permets de vous rappeler d'aller voir, consulter le cours que j'ai fait sur Herzl, quand Herzl dit si vous ne partez pas maintenant, dans 50 ans, vous porterez l'étoile jaune. Il dit ça en 1895. On est en Autriche, après les élections municipales de l'Autriche, et il est très inquiet du sort qui peut, encore une fois, s'attendre auprès des Juifs. Et on est 50 ans avant. C'est-à-dire que celui qui va venir dire on n'a rien vu, c'est pas vrai. Parce qu'il fait référence, d'abord il fait référence à un certain nombre de phénomènes. C'est pas une invention ni de Hitler, l'étoile jaune, on a Louis IX bien avant, n'est-ce pas? Donc il y a une référence historique bien évidemment auquel, eh bien, il semble pressentir, eh bien, un renouveau absolument dramatique. D'accord? N'oublie pas qu'en 1938, on a Jabotinsky qui va arriver auprès de la synagogue de Varsovie et qui encourage les Juifs à quitter les lieux. Et malheureusement, le rabbin même qui attendait patiemment dehors refuse de rentrer dans la synagogue tant que Jabotinsky n'est pas sorti. D'accord? On a des réalités absolument sordides. Et il faut être conscient de cela. En 1917, Balfour a fait, dans le Chamber of the Lord, a fait passer cette déclaration. Ce qui est fabuleux, c'est de savoir que vous avez des gens qui vont s'opposer à cela. Et parmi ces gens, la communauté juive britannique. Alors, elle est belle ou elle n'est pas belle? Avec le neveu de Reb Moshe Montefiore. Il s'appelle Montefiore, comme son nom l'indique, et Montaigu. On a deux juifs, deux députés qui sont profondément virulents à l'égard de ce qui est en train de se passer. Le peuple juif n'est pas une nation, c'est une religion. Tu vas nous faire attirer les antisémites. Tout ce que je vous dis se retrouve dans un pamphlet qui a été écrit, qui a été passé dans toutes les rues de Londres par le Rav Kook, qui se trouve dans le Mamararaya, où il est très virulent concernant ceux qui veulent s'opposer, encore une fois, à l'établissement d'un foyer juif en Eretz Israël. Il faut toujours avoir ces références-là. Après Balfour, l'autre, il va arriver. En 1924, il est en prison. Comme il est absolument gigantesque de le rappeler à chaque fois. L'autre, il est en prison. En prison, il écrit Mein Kampf. Si c'est lui qui l'a écrit, c'est-à-dire, on va passer les détails. Il écrit Mein Kampf, toute la thèse est déjà établie. J'ai Mein Kampf sur mon ordinateur, si quelqu'un veut le lire, avec plaisir en français. C'est pas en allemand, je suis désolé. Mais et on voit ce qu'il dit. Tout est très clair. En 1933, il passe au pouvoir démocratiquement. En 1935, à Nuremberg, on n'a pas encore la Kristallnacht. On n'a pas encore la nuit de cristal. On n'a pas encore la conférence de Wannsee en 1941. Même les lois de... Rendez compte, 24 à 35, 10 ans. 10 ans et les Juifs ne bougent pas. Il faut être conscient de cela. De ramener un lien de causalité, malheureusement, entre la Shoah et l'État d'Israël, c'est pas juste ne pas voir l'histoire. Quand nous avons l'opération de Haman, qui fait ce qu'il y a de plus, évidemment, de plus dramatique, qui fait que Purim aurait pu, qu'à Dieu ne plaise, aurait pu être Auschwitz, et que ce n'est pas devenu Auschwitz, évidemment, il y a eu un miracle, il y a eu une réunion du peuple. Et je vais vous surprendre peut-être, après Purim, que font les Juifs? Ils restent en paix. L'autre, il a monté les impôts, on a frôlé la mort, ben, c'est bon, c'est passé, on est reparti. Il y a quelques années, il y a un élève à moi qui m'a dit, je vous en prie, parlez avec un copain, une copine et tout, parce que il faut qu'il monte en Israël, tout ça. C'était avant les élections de Macron-Le Pen, il y avait un truc comme ça, la première session. Et la personne me dit comme ça, je vous promets que je n'invente pas. Et c'est des jeunes, hein, ce n'est pas des gens qui ont... Je vous remercie, monsieur le rabbin, Guadara. On était prêts à partir, mais c'est bon. Macron est passé, on a redéposé les valises. C'est bon, on a remis les valises. Vous vous rendez compte que la radio Kalishev, si vous n'avez pas entendu cette histoire,
vous vous rendez compte que le Rav Tzvi Kalischer, quand il y a l'émancipation des Juifs qui arrivent en Europe occidentale, eh bien, le Rav Kalischer, il est fabuleux, il est admiratif de cette émancipation. Pourquoi? Grâce à Dieu, dans sa bouche, les Juifs vont pouvoir monter tranquillement en Eretz Israël. Maintenant qu'on a l'émancipation, c'est bon, on peut poser les valises. Le Rav Yehuda El-Kalai, il va être épris de louanges à l'égard de M. Crémier, en français, Crémieux, un Juif avec une Goya. Comme malheureusement les Juifs, ils oublient vite. Oh, on a toujours été heureux en Afrique du Nord. Ils ont juste oublié que grâce à ce passage identitaire de l'identité d'autochtone à l'identité française, eh bien, on peut un peu se reposer, un peu respirer des pogroms arabes en Afrique du Nord. Ça, c'est grâce à Crémieux. On est devenus citoyens français. Le problème, bah, c'est qu'on a commencé à y croire. Il y a des rabbins en France qui étaient contre l'émancipation des Juifs. Il a fait mieux. Parce qu'ils créaient totalement la civilisation. D'accord. Et tu remarqueras que ceux, malheureusement, je ne veux pas faire du racisme mal placé, mais quand il y a eu des rabbins, puisqu'on est devenu français, donc il fallait envoyer des rabbins consistoriaux de France, donc Ashkenaz, étaient profondément intégrés à la culture française, venir s'installer en Afrique du Nord pour enseigner eh bien, à ces pauvres brebis la vérité de la paroisse. Ça va, c'est suffisamment clair ce que je dis? Et ça a été une grande discussion entre le Rav Baruch Toledano, un peu plus tard, et le Rav Messas. Et cette complexité a fait que vous avez des grands illustres comme le Rav Shach, qui avait un profond respect pour la famille Toledano, évidemment, parce que la famille Toledano, elle a pris sur elle de refuser totalement cette émancipation qui est en train d'arriver, les dangers de cette émancipation, mais aussi le refus de voir les valeurs, ce que représente l'État d'Israël. Alors que la famille Messas, en tout cas jusqu'à Rabbi Shalom, après, pas de problème, eh bien, sur le Rav Yosef et le Rav Shalom, qui sont des maîtres extraordinaires, qui ont loué, bien évidemment, le retour du peuple juif en Eretz Israël et qui ont vu aussi d'un œil prudent comment arriver à parler à ces juifs qui commençaient à s'assimiler à la culture environnante. Vous connaissez cette problématique? Mais je vais trop loin par rapport à l'histoire. Mais vous comprenez bien, encore une fois, le déroulement de cette histoire. J'ai encore dit tout à l'heure à parler avec un collègue, avec un ami que Shaoul connaît très bien, on parlait de ça dans le train, sur le fait, Rabotai, que la destinée du peuple juif ne peut plus se faire en dehors des rêves d'Israël. C'est fini. Et Akash Bokhu donne des signaux, donne des appels, mais on n'entend pas. Hein? Il rien nous dire. Ratifié par la société, par la SDN en 22, je reprends mon propos, tandis que les nazis arrivèrent au pouvoir en 33, donc on ne peut pas imputer de causalité entre le commencement du peuple juif arrivé en Israël et la Shoah. Longtemps avant cela, une partie du peuple juif avait décidé de mettre fin à l'exil et de restaurer la nation hébraïque sur sa terre. Il est vrai que l'émergence du mouvement sioniste et la décision de restituer aux Juifs leur indépendance en Eretz Israël furent liées à des persécutions. Mais ces persécutions furent celles de la fin du 19e siècle. Je vous rappelle que c'est à ce moment-là qu'il y a le pogrom de Kishinev, que Herzl a refusé l'Ouganda. C'est bon de le rappeler à chaque fois pour ceux qui malheureusement ne connaissent pas l'histoire. Herzl propose l'Ouganda. Herzl a refusé dès le départ l'Ouganda et il y a un discours qui a été prononcé au Congrès. Allez voir le cours sur Herzl que j'ai donné, je vous cite ce discours-là. Et dans ce discours-là, j'explique que Herzl se dit qu'il n'avait pas le choix. Moi qui ai mon pain à foison, je ne peux pas ne pas proposer cela à nos populations totalement persécutées. Mais je serais très heureux qu'il refuse l'Ouganda en disant non, nous ne mangeons pas de ce pain-là. C'est ce que dit Herzl. Et à sa grande surprise, ceux qui ont refusé l'Ouganda, ce sont les pas religieux. Le dernier point de liaison entre ces juifs éloignés de la Torah et leur judaïsme passe par la terre d'Israël. Ceux qui étaient érudits en Torah, et ils avaient aussi raison pour le coup, qu'on étudie à Varsovie ou en Ouganda, on n'a aucune légitimité de rester dans un pays où il y a des pogroms. Et pas Mazour non plus. Mais il se trouve
que quand les non-religieux ont refusé l'Ouganda, Herzl a dit c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que pas shoot qu'un juif Ben Torah, il ne va jamais dire l'an prochain à Ouganda, à Ouagadougou. C'est exactement cela. Donc, ça a commencé avec, ça a accéléré le processus, malheureusement. Et du début du XXe siècle en Europe centrale et orientale, en fait, déjà des signes annonciateurs de ce qui allait venir. Il faut connaître la paupérité absolument dramatique. Il y a un livre qui est extraordinaire, que vous pouvez trouver en libre de service si jamais vous le voulez, je vous l'enverrai, je l'ai aussi sur mon ordinateur. Le mythe du juif errant. Non, c'est rare. Le juif errant renouvelé. Je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça le titre, d'un journaliste extraordinaire qui s'appelle Albert Londres. D'accord? Et il y a un prix, d'ailleurs, je crois, journalistique Albert Londres. Mais c'est un vrai journaliste qui a fait, il a fait le tour de toutes les communautés juives en Europe orientale, en Europe centrale, et il dépeint, après l'enterrement de Herzl, quelle implication ça a eu, mais aussi la vitalité de cette communauté et toute la difficulté, tous les débats qui ont eu lieu sur ce propos. Et de voir à quel point, encore une fois, il a vu un judaïsme renouvelé en Israël. De gens qui étaient profondément, encore une fois, forts, qui commençaient à se construire. De fait, la colonisation juive en Eretz Israël débute avec la première alia dès le début des années 80. On parle de 1880. D'accord? Il ne faut pas oublier que nos amis, les Maures, les Sarrasins, les Beurs, les Crouilles, il ne faut pas oublier qu'ils sont venus s'installer en Eretz Israël quand ils ont vu que la terre commençait à refleurir. N'est-ce pas? Et la terre, elle commence à refleurir parce qu'automatiquement, comme a dit Félix Beauvais, un pasteur protestant en 1886, en disant que la terre est en train, eh bien, semble-t-il, Dieu attend que la terre de Dieu attend que les enfants de Dieu reviennent sur elle. Donc, on a les premiers signes, alors que c'était une terre de passage pendant des millénaires. À partir du moment où Israël revient sur sa terre, automatiquement, la terre commence à redonner ses fruits. Donc, elle devient intéressante. Donc, on s'y installe. On a déjà eu soulevé ça dans les cours précédents. Et donc, on a déjà ces premiers pas. Il faut voir la bravoure, excusez-moi de le rappeler, mais il faut voir la bravoure de ces élèves du Gaon de Vilna qui arrivent de Lituanie, qui arrivent après, vous avez en 1938, tous les kibbutzim, entre parenthèses, qui s'appellent Tiratzvi, Enanatsiv, et qu'est-ce que j'ai oublié encore? Tiratzvi, Enanatsiv, Sde Eliaou. Sde Eliaou, c'est en référence au Rav Yagut Macher. Enanatsiv, c'est en référence au natif de Vologine, le Rav du Rav Kook. Le Tiratzvi, c'est en référence au Rav Kalisher. Tous ces pionniers qui ont été là. Ces gens qui arrivent jusqu'en 1939, le Sde Eliaou, les Juifs arrivent d'Allemagne en costume, cravate, avec chapeau, ce que vous voulez. Ils arrivent dans une région qui est particulièrement chaude. Allez vous promener vers Afula, le Bekbetian là-bas. J'ai vécu là pendant 1 an. J'avais 2 masganim, j'avais chaud. Et le type, il a 92 ans, il est dû s'installer. Les élèves du Gaon de Vilna, bien avant, qui viennent assécher les marais avec l'eucalyptus. Combien sont morts? Il faut se rendre compte de ce que ça représente. C'est d'eux qu'on parle à ce moment-là. On peut penser que ce ne furent pas les événements de la Shoah qui permirent la fondation de l'État, mais au contraire que ce sont eux qui rendent compte des limites du succès du projet sioniste. Au contraire, ils ont donné leur vie bien avant que l'État d'Israël soit mis en place. Et quand nous sommes après la Shoah, si vous n'avez pas eu l'opportunité d'aller à Klit, notamment, pas que, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Ces enflures de Britanniques qui accueillent les Juifs, séparez-vous hommes-femmes. Vous avez un pyjama, il faut que vous preniez la douche, on ne sait jamais, peut-être vous avez des virus. Ils sortent à peine d'Auschwitz, voilà ce qu'on leur dit. Le livre blanc. Le livre blanc. Vous savez, entre parenthèses, ça c'est mes beaux-parents qui m'ont livré cette information, que je pensais que c'était fini. Eh bien non, même si ça n'existe plus, mais la loi n'a pas été abrogée. Depuis Cromwell, la présence des Juifs en Angleterre n'est pas tolérée par la loi. J'étais persuadé que c'est fini. Et une fois, ma mère m'a dit, elle croit qu'en 1980, ils ont abrogé cette loi. Il s'avère que la loi n'est plus en vigueur parce qu'il y a des Juifs en Angleterre, mais que la loi, elle existe. Le livre blanc qui arrive bien plus tard, n'est-ce pas, avec Churchill, fameux Churchill,
eh ben, c'est ce qui a mis en péril la problématique des Juifs, que limiter, statistiquement parlant, la présence des Juifs en Eretz Israël. On pourra certes construire. Vous avez parlé de Truman avec le pape. Je vous ai rappelé cet événement. Le pape, il supplie à Truman de refuser le projet. Ça Truman dit on ne peut pas, il y a la Shoah, il y a le lobby juif. Mais de toute façon, les Arabes vont les massacrer. Vont les massacrer. Dans une seconde, il n'y aura plus de Juifs. Ce discours-là, sachez-le, il est connu. Il a été traduit. Il a été traduit par le Rav Zini en hébreu. C'est comme ça que je le connais. Exactement. Exactement ça. Non, c'est pour ça que je dis. D'accord? C'est ça qui est absolument terrible. Il n'a jamais été, comment dirais-je, il n'a jamais été bon de négliger le lobby juif en Amérique. On raconte que le père de Kennedy voulait monter dans les élections, il a échoué à cause de son antisémitisme. Et que le fils, qui était aussi pourri par rapport à Judée Samarie, ceux qui connaissent aussi un peu l'histoire, eh ben, il a eu la bonne idée, si je peux dire, de ne pas se présenter comme étant antisémite. Ce qui a un petit peu sauvé les choses. D'accord? On pourra concéder que la découverte des horreurs aînées de la Shoah encouragea les nations du monde à anticiper quelque peu leur accord à la fondation de l'État d'Israël. On ne peut pourtant dire que cet accord découla de la Shoah elle-même. J'ajoute d'un point de vue juif traditionnel, s'il n'y avait pas eu la Shoah, Yom Ha'atzmaut aurait été voté comme étant un Yom Tov complet. Les rabbinim se seraient engagés clairement par rapport à la valeur extraordinaire de Yom Ha'atzmaut. La Shoah est une tâche dans Yom Ha'atzmaut, est une tâche dramatique. Il faut toujours avoir ça en tête. Un des maîtres qui a fixé, rien qu'à l'idée du projet sioniste, il faut l'avoir en tête, rien que l'idée du projet sioniste a fait que le Rav Khalfon HaKohen à Djerba a fixé un Yom Tov. Et quand on a eu l'indépendance, il a fixé une semaine de Yom Tov, une semaine de festivité, ce que représente l'État d'Israël. Quand on vous dit, oui, les rabbinim, ils n'ont jamais dit, c'est pas vrai, surtout en Afrique du Nord. Le Rav Naouri, Maïtou, évidemment, j'en parle même pas, le Rav David HaKohen Skali à Oran était extraordinairement favorable à cette idée de l'État d'Israël, peu importe qu'en pensera le petit-fils par la suite. Mais on voit, il y a des témoignages qui ont été émis sur la valeur, encore une fois, que représente l'État d'Israël. Achab, on ne peut pourtant dire que cet accord des la Shoah elle-même, ce serait falsifier les faits. On se contentera de citer un exemple pour réfuter une telle argumentation. Immédiatement après la guerre est née, les Britanniques, bien qu'ils fussent parmi les principaux alliés ayant combattu et vaincu les armées de Hitler, n'hésitèrent pas à faire volte-face et à s'opposer à l'idée même de la fondation d'un État juif, et ce de la façon que l'on sait. À Bota, il faut avoir en tête 1929. Ceux qui ne connaissent pas cet épisode, allez au musée de Hadassah à Hebron. Les Arabes, ils ont massacré les Juifs. Et les Anglais n'ont pas bougé un sourcil. Ils étaient devant, ils ont vu ce qui se passe. Ils n'ont pas bougé un sourcil. Achab, il suffira de se souvenir des tribulations de l'Exodus pour comprendre qu'il n'y avait rien dans les horreurs de la Shoah qui pût fonder l'État d'Israël, même à titre de refuge pour les rescapés de l'antisémitisme nazi. Je pense à une référence cinématographique tout d'un coup. Vous avez certainement tous vu la liste de Schindler. Dans la version internationale de la liste de Schindler, la chanson qui passe à la fin du film, c'est Yerushalayim Shel Zahav. C'est partout comme ça, sauf en Israël. Les gens étaient choqués par le fait de mettre cette chanson à la fin du film. Ce qui a été mis comme chanson, et ce qui est vrai historiquement parlant, c'est absolument absurde, ce n'était pas l'objectif. Par contre, ce qui est passé à la fin du film dans la version en Israël, c'était Eli, Eli, Shmor ala Olam, etc. Ne détruis pas le monde et tout ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est la seule chanson que lui connaissait. Donc, il y a quelque chose en plus de profondément dramatique dans cette idée-là, c'est de dire que nous sommes là parce que nous avons vécu la Shoah. Vous comprenez ce qui sort de ça? Il faut que nous ayons un État, parce que si on n'a pas d'État, alors il y aura encore la Shoah. Et puis on a eu un État, et hop, arrive Simchat Torah, oh là 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 là, on croyait qu'on était tranquille. Ce qui en soi est une absurdité parce que Simchat Torah, ce n'est pas la Shoah. Et alors, le vote a été. Non, mais moi, je parle bien avant ça.
un refus de la part Mais Tsuyan, quand est-ce qu'il y a eu le vote? Je te suis. Quand est-ce qu'il y a eu le vote? En 47. Ça fait 2 ans qu'on est sorti. Ça fait 2 ans qu'on est no man's land. Non, mais tu comprends qu'on a un problème. C'est pas que en 45, à défaut de ce que va dire le grand Macron, c'est pas en 45 qu'on a reçu l'État d'Israël. On a pris tant même que ce soit. Imaginons qu'ici, il n'avait pas voté justement pour la retraite de l'État d'Israël. Je parle des nations. Que soit-il passé, a priori? On va y arriver à ça. On va y arriver à ça. On va y arriver à ça parce que tu vas dans les 3 adjurations qui sont connues notamment dans le monde d'Ir Haredi, qui sont un midrash bien connu. Alors, on reparlera de cette problématique de savoir si on peut ou non énerver les nations. Mais on va en reparler de ça. Ce qui est indubitable, en tout cas, c'est qu'on entende bien que ce projet qui est mis en place a commencé bien avant la Shoah et que même après la Shoah, n'est-ce pas? Eh bien, les Arabes, évidemment, vont refuser ce plan de partage et on connaît la suite de l'histoire. Mais j'ajoute qu'en disant que nous sommes ici parce qu'il y a eu la Shoah, en réalité, c'est banaliser, dénaturer le lien qui nous rattache à la terre d'Israël. On est ici parce qu'il y a eu la Shoah. Ce n'est pas ce qu'a dit Herzl, ce n'est pas ce qu'ont dit les premiers sionistes, si je puis dire, du renouvellement politique en Israël. Ce n'est pas par rapport à l'antisémitisme et ce n'est pas par rapport à la Shoah. D'accord? Le projet de Herzl, retenez bien, il n'a pas commencé avec Dreyfus, à défaut de ce que certains dans l'histoire prétendent. Et encore une fois, je vous dis les preuves, je vous ai invité à avoir ce cours, j'ai les preuves à l'appui, puisque la parution et le journal de Herzl paru en 1882, on est bien avant Dreyfus, montre bien déjà son ambition. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Herzl, c'est pas lui qui va faire revenir en Eretz Israël. Mais l'implication, elle est dramatique. Parce que comprenez bien que, à cause de cette implication, les Arabes se sentent, malheureusement, j'ai envie de dire, se sentent menacés qu'un bastion occidental est venu s'installer en Israël, en Palestine, en terre d'islam. Donc il y a un vrai problème. Et cela est ratifié par le fait, comme j'ai coutume de le dire, que jusqu'à Trump, d'Afka ces dernières années, mais quand un ambassadeur, quand un dirigeant arrive en Israël, le premier endroit où on l'amène, c'est Yad Vashem. Et le dernier endroit où on l'amène, qui est optionnel, c'est le Kotel. Je vous dis ce qui se fait en Israël depuis des années, c'est comme ça. Mais la problématique, c'est qu'on est en train de dire, tu comprends, on a un État à cause de ce qu'a fait l'Europe à notre égard, donc on n'a pas le choix, heureusement qu'on a un État. Et c'est faux. Mais pour toi, c'est pas. Justement, je voudrais revenir à ce que tu as dit. Herzl, c'est pas au procès Dreyfus où il a entendu ce mot Youper, non, qu'il a révolté. Non, parce que le livre a commencé à être écrit en 1894 et que le procès. Non, même avant ça. Même avant ça. J'ai pas entendu? Oui, mais c'est pas ça qu'il a fait. Excusez-moi, c'est pas vrai. Je vous encourage à voir. D'abord, je vous encourage à voir mon cours avec les références à l'appui. Mais en plus de ça, vous pouvez aussi voir un ouvrage qui a été écrit sur lequel je me base, entre autres, à part d'autres de mes maîtres, dont le Rav Cherki. Mais il y a le Rav Kook, bien évidemment, le 20 Tammuz, etc. Mais vous avez cet article, un livre qui s'appelle Herzl, une lecture renouvelée de George Weiss. Et il montre à quel point la volonté de Herzl a clairement été de venir en Eretz Israël bien avant, encore une fois, cette réalité-là. On voit dans son journal, et encore une fois, les journaux de Herzl, les journaux intimes de Herzl, montrent quand est revenue cette idée, encore une fois, de venir en Eretz Israël. Je ne veux pas déborder sur Herzl, mais c'est juste pour vous faire familiariser avec cette problématique-là. C'est ça? Encore une fois, c'est une erreur historique. Il y a aussi une volonté politique derrière cela. Il faut être conscient que l'histoire, encore une fois, elle est motivée malheureusement par des historiens qui ont des avis politiques sur la question. Quand on dit que Herzl est un pourri, est un anti-religieux, est un laïc au possible, et qu'il est mort d'une maladie vénérienne, eh bien, en gros, les gens qui se veulent participer à un projet dit laïque vont dire Herzl, c'est un grand homme parce qu'il est totalement d'extrême gauche, et du coup, le monde Haredi va dire si Herzl est d'extrême gauche, s'il est anti-religieux, c'est ça, qu'est-ce qu'on a à faire avec Herzl? Et donc, on entretient malheureusement la scission qui n'a pas lieu d'être. Parce que Herzl est allé demander à énormément de rabbinim avant de mettre en place son projet. Et les propos qu'il tient sont absolument dithyrambiques.
sont absolument extraordinaires. Mais je vous dis, c'est un sujet à part entière. Je vous livre vraiment quelques bribes sur ce propos. Mais en tous les cas, qu'on ne mette pas ça sous, encore une fois, l'angle du nazisme. S'il y avait déjà eu déjà une colonie juive en Eretz Israël, aucune organisation internationale n'aurait songé à la possibilité de la fondation d'un État juif. Tu vas commencer à te répondre. Qu'est-ce qui se serait passé si l'ONU, conscient du problème juif, avait refusé que les Juifs soient en terre de Palestine? Eh bien, ils auraient, ce qui a été proposé d'ailleurs, non seulement ça a été proposé par l'ONU, mais vous allez en dire tomber sur votre chaise. Un qui a proposé Madagascar, c'est Hitler. Vous voulez les Juifs, prenez-les. Il n'y a pas un pays au monde qui a voulu prendre les Juifs. On soit bien clair. Et ça, c'est dans le discours d'investiture le 30 janvier 1933. Vous voulez les Juifs, il a proposé Madagascar. Pas que ça. Sauf une tribu à cannibales. Eux, ils sont prêts à les prendre 200 par semaine. Mais c'est une blague. Les intérêts économiques et politiques primèrent clairement sur les sentiments de culpabilité et de responsabilité vis-à-vis des rescapés. On reprend ce que je dis sur Truman, c'est exactement ça. J'ai pas entendu, pardon. C'est quoi le problème? C'est vrai, mais on aide beaucoup les Juifs. Je suis navré. Je suis navré, vous pouvez aller voir le discours, ça se trouve dans Olamot Be'yehuda numéro 4, où le Rav va rapporter ce discours. À un moment donné, une colle à cavote, quand on a les références, ça devient un peu embêtant. Mais Truman peut être philosémite, comme beaucoup de gens sont très philosémites, comme Sartre se prétend philosémite, et pourtant il est très problématique par rapport à l'État d'Israël. La réalité israélienne n'implique pas, aux yeux de beaucoup malheureusement, cette réalité-là. Mais oui, vous avez raison sur le fait que Truman se voulait philosémite, parce qu'il avait grandi dans un environnement qui se voulait friand à l'égard des Juifs, mais pas le rapport à l'État. De la même manière que vous avez Napoléon, que beaucoup décrit, beaucoup déprécie, et il semble qu'il avait un rapport plutôt bienveillant à l'égard des Juifs en tant qu'individu, pas en tant qu'entité nationale. Oui, mais vous comprenez que c'est une problématique. Oui, mais c'est clairement tonnerre. La problématique de vouloir donner, encore une fois, une indépendance aux Juifs à titre individuel, eh bien, les empêche d'avoir un État. Il ne faut pas oublier que le peuple juif est d'abord un État, est d'abord une nation. On va en parler cette semaine. C'est la paracha. Mamlechet, Kohanim, Vegoy, Kadosh. C'est d'abord une mamlacha. Oui, mais il avait une certaine, au vu des lectures que j'ai pu lire, il avait une certaine admiration pour cette mémoire juive. Non, non, mais il avait, c'est ça. Oui, une émancipation. Mais à la vérité, pendant la période d'exil, oui, mais le problème, il n'est pas là. À la vérité, je réitère mon propos. Pardon, juste j'arrive ma phrase, Mechila. Je réitère mon propos. Là, c'est ce qu'on a cité là avec le Rav Kalicher et d'autres. Le problème, c'est ça. C'est que malheureusement, il y a une expression de Finkielkraut qui m'a toujours beaucoup attendu là-dessus, ce qu'il appelle la douce extermination. C'est-à-dire que le problème, c'est ça. C'est quand les Juifs sont émancipés, sont heureux, sont contents d'être là où ils sont, c'est la fin du peuple juif. Et quand ils sont à Auschwitz, c'est la fin du peuple juif. C'est dramatique. Sous l'Empire austro-hongrois, c'est comme ça que les Kohanim sont devenus Rosenmonas. On a été les premiers écologistes à avoir des noms de petites montagnes, petits arbres de rose, machin. Oui, mais ça laisse entendre que les Kohanim avaient peut-être des origines ashkénazes, et ça, c'est pas possible. Ça laisse entendre que les Kohanim peut-être étaient ashkénazes, et ça, c'est pas envisageable. Ça. Ça va, ma meilleure amie, elle est ashkénaze, ma femme. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que pour dire que Napoléon, ça allait dans le même non, tout à fait. Okay, pardon. En même temps, c'est dans le ghetto, c'était pas lui. Ça dépend à quelle période. C'est ça toute la difficulté. Non, merci là. Le ghetto choisi, et c'est ce qui nous a protégés pendant la période d'exil. C'est ça toute la difficulté que vous soulevez. Quand on était à Goshen, justement, on se rappelle, on avait évoqué cette problématique-là. Yaakov Avinu, il a envoyé Yehuda pour préparer le terrain. Il aura le Midrash pour préparer un Talmud Torah.
Tant qu'on est dans le ghetto, parce qu'on l'a choisi, ça va. On se protège. On a pratiquement toujours choisi. Regarde le 19e. Malheureusement, Regarde Moulin. quand on est, bon, ça s'appelle, à Botaï, que ça s'appelle le ghetto, ça s'appelle la Mela, ça s'appelle le 19e arrondissement, tant qu'on est en période d'exil dans trois rues, on est d'une certaine manière protégé. Mais quand on veut sortir de ce ghetto, à ce moment-là, ça devient très dangereux pour la pérennité du peuple juif. Seulement, ce qui s'opère par la suite, c'est quand nous voulons oublier notre judaïcité, eh bien, l'égoïsme nous ramène dans ce ghetto. D'accord? Et ça, c'est un vrai problème. Et je répète, quand on est dans la période de l'exil, que j'avais déjà définie, quand nous sommes dans la période de l'exil, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entité juive d'autonomie politique juive en Eretz Israël. Ça, c'est l'exil. Quand le peuple juif commence à réintégrer sa terre, ce qui a été le cas donc bien avant Balfour et qui a pris forme politique avec Balfour, alors nous assistons à une autre dimension. D'accord? Nous ne sommes plus en exil, au détriment de ce que certains peuvent laisser entendre. D'accord? Là, on parle d'un terme de halakha. L'exil, c'est quand il n'y a pas d'autonomie politique juive en Eretz Israël. C'est clair? Achab. C'est pourquoi établir un lien de cause à effet entre la Shoah et la restauration nationale manifeste une incompréhension de la succession véritable des événements. La même problématique demeure valable aujourd'hui. Il est peut-être bon de rappeler la Shoah pour renforcer le droit à l'existence de l'État d'Israël, tant face à l'opinion publique mondiale que face à l'ensemble du peuple juif. Il est néanmoins interdit, c'est un terme fort, de définir ce droit à l'existence sur la seule base de la Shoah. En effet, est-ce que sans la Shoah, Israël n'aurait pas droit à un État? Et je vais les poser. Quand je suis juif, j'ai deux possibilités. Ou je regarde l'histoire sous l'angle de ce que pensent les nations, d'accord? Ou je regarde l'histoire d'abord et avant tout dans ce que pense Akadosh Baruch. D'accord? Pour ma part, je vais déjà expliquer cette problématique. C'est bon, je pense que tu as eu un peu en effet d'oublier. On sait très bien, j'avais déjà évoqué cette idée aussi, on sait très bien que les shootim, les questions-réponses, les responsables de nos maîtres qui ont été transmis pendant 2000 ans, une des questions qui était récurrente, c'est la question de Isha Aguna. Pourquoi la Isha Aguna? Parce que ce qu'on appelle la Isha Aguna, c'est la femme, vous savez, dont on ne sait pas si elle est veuve ou non. Et pourquoi on ne sait pas si elle est veuve ou non? Parce que le mari est parti travailler le matin, et il y a une chance sur 1,5 à peu près qu'il soit massacré par un Kazakh, par un Arabe, par qui vous voulez. Et du coup, la femme qui a des enfants, il faut savoir ce qu'elle fait. Si elle ne se remarie pas, eh ben, elle va avoir une situation très compliquée. Si elle se remarie, que le mari est encore vivant, eh bien, que Dieu préserve, les enfants sont des mamzers, sont des bâtards parce qu'elle a commis l'adultère. Donc, il a fallu que des maîtres prennent la décision difficile de dire c'est bon, ton mari est considéré comme mort, tu peux te remarier. C'est ça, la Isha Aguna. Et vous vous rendez compte à quel point c'est délicat. Donc, oui, évidemment, vous avez raison. Quand je dis que le peuple juif est protégé, je parle au niveau de son identité, pas physiquement, mais on n'a jamais été protégé physiquement. Et une des choses qui est donnée par le Midrash lui-même, c'est de dire pourquoi est-ce que la colombe dans l'arche de Noé, c'est l'image d'Israël. Un, parce qu'elle est toujours fidèle, elle revient elle revient à sa maison, elle épouse un seul mari toute sa vie, comme Am Israël épouse Akadosh Baruch Hu, et elle ne trouve jamais de repos ailleurs que dans son nid. Pour nous dire qu'en réalité, heureusement que les goïms ont été pourris. Parce que s'ils avaient été sympathiques, on ne serait jamais reparti. Nous dit le Midrash, Yona lo matza manoah. La colombe n'a pas trouvé de pied d'endroit serein pour se reposer. Quand on s'est trouvé reposé, on a un problème. Et dans d'autres dimensions, je me permets de vous rappeler que la halakha a indiqué sur le fait qu'on ne plante pas d'arbres en Khutzlaret, on sort de Toubishvat, on ne plante pas d'arbres en Eretz Israël. Pourquoi on ne plante pas d'arbres? Parce que quand tu plantes un arbre, tu vas devoir t'en occuper. Et donc, tu dois partir.
que ce soit dans le monde ashkénaze ou dans le monde séfarade, vous savez pertinemment le nombre de richesses portatives qu'on avait. La cuillère en argent de notre grand-mère, le violon, parce que vite on se casse. C'est ça qu'on parle. Donc la protection, évidemment. Je parle d'une protection, encore une fois, je répète, identitaire. Ce qui a fait que les gens sont avec des cousins, etc., qui est permis, pratiquement parlant, mais c'est ça qu'on parle. Donc on ne peut pas, encore une fois, faire, comme je le répète, à part une proximité chronologique, on ne peut pas parler de proximité essentielle, parce que nous parlons, encore une fois, de l'exil. L'exil est la délivrance du peuple juif. À la vérité, je reprends. Tout à la fois, la Shoah et la Renaissance nationale appartiennent à l'époque particulière de la fin de l'exil. Et c'est là que réside la cause de leur proximité chronologique. Oui. Proximité chronologique. Chacune ayant des caractéristiques spécifiques. Comprenez que quand nous parlons des événements de la fin des temps, on sait qu'ils sont dramatiques. On sait qu'ils sont douloureux. Est-ce qu'ils sont obligatoires? Non. Un des exemples que j'ai cité dernièrement, je l'avais recité, nous parlons du fait, par exemple, qu'à la fin de la délivrance, les derniers temps de la délivrance, Ashvakim itiakru. Traduction, la vie va être très chère. Ça va, on est en plein dedans là. Maseret Sota, c'est inscrit déjà. Il y a des choses qu'on a déjà inscrites, que nos maîtres ont inscrites, que les prophètes ont énoncées et qu'on aurait pu éviter, comme dit le Rambam, tout décret dramatique à l'égard du peuple juif peut être abrogé. Ça dépend qu'une seule chose. Ça dépend de décider qu'on n'en veut pas. Que nous assumons le rôle qui est le nôtre. On ne veut pas l'assumer, vous allez l'assumer. De gré ou de force, vous allez l'assumer. Être juif, comme j'aime à le répéter, c'est on l'assume ou on le subit. Comme avait écrit Monsieur Ner, alav shalom, dans un ouvrage qui s'appelle Le dur bonheur d'être juif. C'est un bonheur d'être juif, mais dur bonheur d'être juif. Oui, c'est un dur privilège, Aval. Et toute cette question-là, entre parenthèses, c'est la question d'une série de cours que j'ai entamé en ce moment sur le Tanakh, sur Chavakouk, où Chavakouk demande à Kajberou, pourquoi tu m'annonces tant de souffrances? C'est tout le sujet du cours que je vais sur le Tanakh là-bas. Chacune ayant des caractéristiques spécifiques. La Shoah, comme événement catastrophique, appartient à l'option négative de notre peuple, consistant à s'accrocher à l'espoir d'une perpétuation de l'équilibre fragile établi avec les nations à l'époque de l'émancipation et d'une pérennisation de la vie en exil. On est heureux, on ne va pas. Vous avez cité la femme dans la liste de Schindler. Ils ne peuvent pas nous tuer, on est leur main-d'œuvre. Ils ne vont pas tuer leur main-d'œuvre. Les Allemands à la Kristallnacht, les policiers allemands, de nouveau, n'ont pas bougé un sourcil. On ne peut pas, mais non, mais quand même. On est les seuls depuis des décennies à se dire non, mais ils ne sont pas tous coupables. Les Allemands, ils ne sont pas tous nazis. Les Français ne sont pas tous antisémites. Le mythe du bébé du bébé qu'on utilisait pour préparer les matzot, il est né en Angleterre. Et grâce à Dieu, il a perpétré dans toutes les communautés. Quand le Maharal il construit le golem, on n'a aucune source de l'existence du golem, à part une tradition orale, au nom du Maharal, peu importe. Et quand il construit le golem, il le dit clairement, c'est après une dispute théologique avec un apostat, et l'objectif en créant ce golem, en construisant, en mettant, peu importe, c'est de mettre fin de moitié à tous les pogroms qu'il y avait contre les Juifs à Prague. Et c'est pas compliqué. La Renaissance est quant à elle le résultat d'une option positive et novatrice. Mettre fin à l'exil et à faire revivre la nation hébraïque sur la terre de ses ancêtres. C'est ça, en 4 mots, ce qu'est la fin de l'exil. Mais tu te rends compte quand même, il y a des Juifs qui étudient la Torah en France, en Amérique, c'est fabuleux, c'est très sympathique. Mais ce n'est pas ça la fin de l'exil. La fin de l'exil, c'est la libération politique du peuple juif de renouveau sur sa terre. Religieux, pas religieux, blanc, jaune, vert, on s'en fout. David, on n'a pas
on a quitté l'Espagne en 1500, Et alors, c'est on nouveau? a eu un programme pas facile, mais on n'a jamais pensé. En quelle année en quelle date hébraïque a été signé l'accord d'acquisition espagnol? C'est une date très intéressante. Le 5 Iyar 1492. Le 5 Iyar 1492. Et on avait jusqu'à Tisha B'Av pour quitter l'Espagne. Intéressant comme date, non? C'est la date où on a l'obligation de quitter l'Espagne. C'est la même date où on se retrouve chez nous. Et Tisha B'Av, bien évidemment, en cause de réparation de la faute des explorateurs. Et donc, eh bien, on est hésitant à revenir à la maison. Vous pouvez vérifier. En Afrique du Nord, J'ai cité tout à l'heure. On ne veut pas, c'est pas que c'est partout. Une version originale de la même approche se présente comme suit. Jusqu'à l'époque nazie, le peuple juif n'était pas suffisamment prêt pour réaliser comme nation les objectifs positifs et authentiques du sionisme. Tu comprends? Je vous parle de ça aussi. Il y a une centaine d'années, il y a un ouvrage qu'on peut trouver sur Hebrew Book qui s'appelle Tikkun Olam. Vous avez une ribambelle de rabbins qui explique pourquoi il ne faut pas monter en Israël. Pourquoi il ne faut pas monter en Israël. D'accord? Nous avons aujourd'hui un certain nombre de rabbins qui disent qu'il ne faut surtout pas monter sur le mont du Temple. Vous avez un Admor qui a parlé il n'y a pas longtemps en expliquant que tous les malheurs qui arrivent, c'est parce que justement les sionistes sont en train de se battre, n'est-ce pas, sur la terre d'Israël. Ça, c'est un problème, on a des soldats, oh, c'est terrible. C'est un vrai rabbin, c'est pas comme moi. Une belle barbe, avec un beau streimel, et pourtant, il dit une grosse bêtise. Pardon? C'est ça. Voilà. Mais c'est pas grave, je m'assume. C'est pas grave, je me soigne, je me porte bien. Je n'ai pas le streimel, c'est ça. Dans la stratégie de la providence, la Shoah était donc nécessaire pour créer un traumatisme. Et ce qu'il dit, c'est terrible. Qui arracherait l'idée sioniste au niveau de la conscience émotionnelle individuelle pour l'élever au niveau de la conscience collective. Bien avant Herzl, tous les Juifs, j'ai cité les élèves du Gaon et d'autres, qui ont voulu s'installer en Eretz Israël, ça n'a été que pour mettre en place un Beth Midrash en Eretz Israël, quelle que soit l'école de pensée. Mais ils n'ont jamais réussi, hélas, je le dis avec beaucoup de douleur, à s'unir ensemble. Il fallait voir les discussions, les disputes entre écoles chassidis, lituaniennes, etc. Le premier qui arrive à faire une cohérence avec tout le monde, non, même lui. Vous savez que même lui, malheureusement, ça pas, je vais en parler dans 2 secondes. On va essayer à la suite. Mais Herzl a réussi à mettre en place un congrès avec toutes les représentations de juifs. C'est impressionnant. Le Rav Kook a compris cela quand il écrira tout ce qu'il écrira. Mais malheureusement, sachez-le, il a été reconnu comme étant un grand maître auprès des grands maîtres, mais il a été insulté, il a été spolié, on lui a craché dessus. Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui. Mais aujourd'hui, personne n'ose dire un mot sur le Rav Kook, sauf de dire, oui, mais les révolutionnistes, ils n'ont pas compris le Rav Kook. Allez, ça y est. C'est pourquoi, après la Shoah, les nations du monde et le peuple juif dans son ensemble s'habituèrent largement au caractère nécessaire de l'établissement de l'État d'Israël. Cette explication est attirante, comme on l'a dit. Il nous faut un État, sinon, où est-ce qu'on va aller? Mais l'on oublie là qu'il est question de l'assassinat de millions de Juifs. Tu comprends? S'il n'y avait pas eu la Shoah, on ne serait pas là. Mais de quoi on parle? On parle de gens qui ont vécu un traumatisme dramatique. La Shoah a boosté les esprits juifs pour la recréation de l'État. Je suis navré. Je crains parce que qu'est-ce qui s'est passé après le 7 octobre? Je suis navré, mais je ne suis pas d'accord. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Pose la question. Ah, pardon. Non, pardon? Je ne suis pas d'accord. Non, malheureusement, je ne suis pas d'accord. Non. Je pense que ça a boosté l'idée de dire qu'on n'a pas le choix, de dire qu'il faut qu'on trouve une solution. Mais je ne suis pas navré, je suis bien placé pour en parler. Je suis bien placé pour en parler. Je n'ai pas une famille qui, pour le coup, il y a mon père et ma mère qui sont présents ici, donc c'est avec respect que je dis ça, mais je n'ai pas une famille qui, après la Shoah, a dit il faut absolument qu'on fasse nos valises, qu'on vienne en Eretz Israël. Mais non, c'était notre valise. Pour certains, c'était une évidence de monter en Israël. C'est devenu une évidence.
c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence pour ceux qui, encore une fois, avaient, comme toujours, entre guillemets, qui n'avaient rien à perdre. Mais ceux qui sont partis en Amérique, les communautés sont parties en Amérique, les communautés sont parties en Amérique. En Afrique du Nord, c'était aussi évident que cela. En 62, on n'est pas parti d'Algérie, en Tel Aviv, on est parti à Marseille. Les Marocains, les Tunisiens, les comités d'Europe orientale, encore une fois. Ça, c'est pas exact. Mais ça, c'est un autre sujet. Attends juste une seconde. Sur ce problème-là, ce qui a, oui, boosté l'identité juive, c'est bien plus tard. C'est la guerre des 6 jours. Elle a boosté quelque chose d'absolument extraordinaire. Au niveau, encore une fois, c'est ça, à réveiller la conscience juive profondément et à comment dirais-je, à cristalliser ce lien avec Eretz Israël. On n'a pas entendu des Juifs après la Shoah qui ont dit on va prendre les armes, on va aller se battre pour notre État. Alors qu'on l'a entendu à la guerre des 6 jours. D'accord? Tout ce que je vous dis, c'est statistique à l'appui. D'accord? Mais au niveau des communautés juives, après la Shoah. Quand ils sont rendus des camps, ils n'ont jamais pensé à partir en Israël. D'accord. Ils se sont embourgeoisés en France et ils sont restés en France. Il y a des intellectuels qui sont restés, tu vois, des intellectuels qui sont restés. Mais juste un dernier point, je vous écoute. N'oubliez pas un détail, je répète, toutes ces familles qui ont vécu l'horreur, eh bien, elles n'ont pas non plus, elles n'ont pas été, aujourd'hui ça se fait, parce que c'est les derniers qui restent. Il ne faut pas oublier qu'après la Shoah, on n'était pas intéressés, nos aïeux n'étaient pas intéressés à entendre les témoignages de ce qu'ils ont vécu. Donc il y avait un sentiment de honte, il y avait un sentiment de culpabilité. Et n'oubliez pas que l'Israélien qui est né en Israël, qui va grandir en Israël, il va dire, eh bien, on va totalement être en contrecarré, être dans l'antithèse de ce juif qui s'est laissé aller à l'abattoir, mais ce qui est faux en plus de ça, pour ma part, mais ça c'est un autre sujet. On va aller contre ce juif qui s'est laissé aller comme un mouton à l'abattoir. Nous, on va être l'Israélien fort. C'est-à-dire que celui qui est sorti d'Auschwitz, il ne peut pas parler de ce qu'il a vécu, ni à ses enfants, et à certains, d'ailleurs, il va cacher son identité juive, qui va être découverte bien plus tard pour certains. Et en Israël, il n'est pas bien reçu parce qu'il est, encore une fois, victime, alors qu'ici, on a un État à mettre en place. Donc non, je ne suis pas d'accord pour le côté boosté. Ce qu'il y avait à l'époque, en 1946 et 1940, pour peupler Israël, c'était effectivement ces gens qui les rescapés de la Shoah. Mais il y avait bien, mais il y avait déjà une entité juive qui existait. On sait pertinemment que, je vais te dire plus que ça, à l'indépendance de l'État d'Israël, une partie était rescapée de la Shoah, Avant la Shoah, il y avait 400 000 juifs en Israël. D'accord? Et le 5 708, il y avait exactement 600 000 juifs en Eretz Israël. Donc s'il y avait 400 000 avant la Shoah, effectivement, il y a des gens qui sont arrivés, mais c'est 200 000. Les 400 000 sont arrivés bien avant la Shoah. D'accord? Pardon. Okay. J'écoute, Perfila, j'écoute. Non, quand je disais accélérer la création de l'État d'Israël, ce n'était pas au niveau individuel. Ah. C'est au niveau politique. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On l'a soulevé. Il l'a dit tout à l'heure. Mais il l'a dit tout à l'heure. Il a dit, à cause de cette réalité victimaire de ce qu'a vécu les Juifs pendant la Shoah, alors ça a amené à. Mais ça, je l'ai dit. On l'a dit, chronologiquement parlant. Et on a coupé court sur le fait qu'il ne faut pas oublier Exodus, il ne faut pas oublier Chypre, il ne faut pas oublier les jeunes qui ont été, les gens qui étaient aux portes, il ne faut pas oublier le livre blanc, il ne faut pas oublier tout ça. D'accord? Là, ce qu'il a dit, il n'a pas parlé au niveau international, il a demandé au niveau des Juifs. D'accord? Je suis précis. Je vous aime beaucoup. Avant de me contredire, écoutez, j'essaie d'écouter les questions de chacun. On ne peut pas mettre en balance des vies humaines et des concepts comme si les choses se passaient dans un autre monde et s'abattaient sur des personnages de romans. À Botaï, le nouveau musée de la Shoah, qui n'est plus nouveau maintenant. Mais il y a un détail que j'ai trouvé extraordinaire et quelque chose qu'à mes yeux, j'ai trouvé scandaleux. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est le fait qu'on commence à parler de destinée individuelle. Quand on parle de 6 millions, on ne sait pas ce que ça veut dire. Excusez-moi pour la mauvaise comparaison. Si j'ai reçu $1 million au loto, je ne sais pas ce que ça représente. Si j'ai reçu un shekel, plus un shekel, plus un shekel, plus un shekel, je sais déjà palper ce que ça veut dire. Et bien, l'avdil, al-fer, l'autre, quand on parle de 6 millions de personnes, on ne sait pas ce que ça veut dire.
Ce qui a marqué les esprits à l'échelle du monde entier quand il parle du journal d'Anne Frank, c'est une jeune fille, c'est une adolescente. C'est pas la fameuse chanson de Goldman, elle s'appelait comme toi, elle s'appelait. C'est ça. C'est cette idée-là que nous parlons de destin individuel, de gens qui ont vécu, qui avaient les mêmes désirs, mais une seconde, qui avaient les mêmes désirs que n'importe quel enfant, que n'importe quel adulte, et que ça s'est avéré comme étant un drame considérable. Ce que je déplore dans ce nouveau musée de la Shoah, c'est que le musée se termine avec l'avènement de l'État d'Israël. Et il y a un côté, encore une fois, qui n'est pas ici évoqué sous un sens chronologique, mais un sens que nous sommes en train de critiquer. S'il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël. Non. Ok. Pour dire ce que tu dis par rapport à ce qu'on n'arrive pas à se rendre compte que c'est 6 millions, ce que ça veut dire. Je suis allé 2 fois à Auschwitz pour accompagner des groupes, etc. Et la seule chose qui m'a posé problème, c'est d'arriver à intégrer la notion d'industrialisation de masse de la production de morts. C'est quelque chose que je n'ai pas réussi à intégrer. Mais on ne peut pas l'intégrer. Ni une fois, ni 2 fois. Voilà. Et pourtant, non, mais on ne peut pas l'intégrer. J'ai vu ce que je devais voir, etc. Mais c'est jamais rentré dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive pas à me représenter cet aspect industriel. C'est des questions qu'il a abordées à l'introduction. On ne peut pas se représenter ce que ça représente dans une culture qui se veut moderne, qui se veut ouverte, qui se veut occidentale, qui se veut européenne, qui se veut, nous avons connu la Grande Guerre, 4 ans, la Grande Guerre de 14-18, et je rigole parce que je pense à la Grande Vadrouille, excusez-moi. On ne peut pas se représenter cette Grande Guerre qui a été la Grande Guerre, plus jamais ça, c'est fini, il n'y a plus de guerre, et puis qu'on arrive à cette réalité de gens qui écoutent Mozart et Beethoven et qui en parallèle sont en train de déclarer les chambres à gaz. On ne peut pas se l'intégrer. D'accord? Voilà, il était végétarien, il adorait les chiens, il aimait sa femme, c'est bien, enfin, sa jeune femme. Et la musique adoucit les mœurs. Voilà, c'est une grande phrase, grande intelligente. Conférence de Wannsee sous un air de canon de Pachelbel. Ah, bah, c'est fabuleux. Voilà. Et en plus, je rigole pas là-dessus parce que j'ai fait une conférence il y a des années de cela, mais vous vous rendez même pas compte, c'est scandaleux. J'ai fait une conférence là-dessus, j'ai fait une recherche là-dessus. Il y avait des conférences à Theresienstadt, à Auschwitz aussi un petit peu, mais les Allemands faisaient appel à des musiciens pendant qu'il y avait les charniers qui passaient, parce que ça les détendait. Il y avait des stand-upistes, il y avait des gens qui faisaient de l'humour, qui passaient de baraquement en baraquement. Allez, on détend l'atmosphère. Voilà, exactement. Et c'est absolument terrible. Achab, en cette même période de ténèbres, si la finalité de la Shoah ne se définissait qu'en fonction de circonstances propres à l'histoire de la seule communauté d'Israël, on se rend compte encore une fois d'un état de cruauté absolument, mais il n'y a pas de terme. C'est le paroxysme que, encore une fois, et comme tu as dit, au niveau industriel, qui est arrivé, tout a été administré, tout a été noté, au moins jusqu'à la fin. Après, ça a été un peu bon. En outre, pourquoi donc la providence divine a-t-elle choisi une telle horreur pour obtenir le résultat souhaité? Vous voyez qu'on jongle à chaque fois, mais ce qui est important, je vous le répète, c'est que nous avons affaire à un article publié par un grand monsieur, mais aussi, surtout d'abord, par un Talmid Chacham. On se demande, encore une fois, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, comment comprendre cela? Comment la providence peut avoir laissé faire, peut avoir justifié que Dieu préserve un événement pareil? Et j'avais déjà expliqué en introduction, je ne vais pas revenir en arrière, mais le Dieu de Job, on ne saurait céder à la facilité et répondre que ses pensées ne sont pas nos pensées. Marche à votar, l'homme marche à voter. Trop facile. Tu ne peux pas comprendre combien on a entendu cette phrase. Tu ne peux pas comprendre. On touche là, en effet, précisément au cœur de notre interrogation. De quel Dieu parle-t-on? On peut encore mettre en doute l'efficacité du traumatisme. L'immigration massive des communautés orientales est directement liée à la fondation de l'État en tant que réalisant leurs expériences messianiques, alors que la majorité écrasante des Ashkénazes continue de séjourner à notre grand regret hors d'Eretz Israël. Vous savez aujourd'hui que proportionnellement, il y a plus de Juifs en Eretz Israël que dans le monde entier, proportionnellement. Mais en réalité, vous avez plus de Juifs en Amérique qu'en Israël.
Pardon? C'est une réalité. Proportionnellement, c'est-à-dire sur un même territoire, il y a, c'est rare, pas en Amérique, c'est rare. Proportionnellement, il y a plus de juifs en Israël que dans le monde. D'accord? Mais, il y a plus de juifs dans le monde qu'en Israël. C'est clair ce que je dis? 8 millions, 6 millions. Non, on est 8 millions aujourd'hui. Je me suis augmenté. On est 8 millions. 8 millions. Oui. Mais dans le monde, tu as plus ou moins plus de juifs. Encore, il y a l'assimilation qui arrive, il y a plein de choses qui arrivent. Mais malgré tout, on a une présence carnodienne. Les plus grandes fortunes ashkénazes sont en Amérique, elles ne sont pas en Israël. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire que j'ose penser vraiment avec toute ma naïveté que les Juifs ne pensent qu'une seule chose, c'est de s'organiser pour faire leur alia dans le monde entier. C'est ce que j'essaie de penser. Mais j'ai pu voir avec la famille de mon épouse en Angleterre, c'est pas à l'ordre du jour. Grâce à Dieu, je suppose qu'en France, maintenant, tout le monde veut monter en Israël. Je suis certain. Vous avez vu comment je suis optimiste? C'est là? Voilà, c'est ça, c'est encourageant. Bien d'autres possibilités. Il commence à être malheureux. Ben oui, mais c'est dommage malheureusement que ça soit. C'est ce qu'on a dit, c'est dommage que ça soit pour ces raisons-là. C'est dommage que ce soit pour ces raisons-là qu'ils sont poussés. D'accord? J'ai le Dvar Torah que j'ai dit Shabbat et qui a choqué vendredi soir, qui a choqué apparemment une personne parce que j'ai osé dire que de dire je veux faire partie de la délivrance tant qu'il n'y a pas de problème en Israël, eh ben ça l'a choqué. Et du coup, parce que ça visait évidemment un certain courant, comme a dit Manitou, je ne veux pas dire qu'une frange du peuple juif se rapproche de la chrétienté, une frange religieuse du peuple juif se rapproche de la chrétienté, mais toutefois, je vous cite Manitou. Celui qui a compris, il a compris. Celui qui n'a pas compris. C'est un problème technique qui est inversement proportionnel. C'est-à-dire que quand tout va mal, par exemple en France ou ailleurs, dans une diaspora quelque part, plus ça va mal, plus c'est difficile de réaliser ses biens. C'est-à-dire que pour s'extraire honorablement et ne pas perdre tout et partir. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en Israël, ce qui se passe, c'est assez fantastique. Ce qui se passe en Israël, c'est qu'à chaque bouleversement, depuis 1 an et demi, on le voit bien, à chaque bouleversement, chaque traumatisme de notre peuple, eh bien, il y a une réflexion renouvelée. Et je parle au sein du peuple juif. C'est-à-dire qu'on voit des juifs, maintenant depuis 1 an, entre les juifs qui étaient a priori profondément déconnectés, alors dans leur propre bouche, de la Torah, se mettent à mettre les tefilines, se mettent à faire Shabbat. Et pas parce que genre, je vais mettre les tefilines, on ne sait jamais, ça peut aider. Il y a un vrai bouleversement identitaire. Voilà. Non, mais c'est pas incompatible. Mais, okay. Ça s'additionne. Oui, pardon. Pour répondre à ce que vous disiez, plus vous attendez, Évidemment. et plus vous perdrez. Évidemment. Voilà. Parce qu'ils se disent, oui, on va faire ce c'est délicat. Certes, aujourd'hui, mais demain, après-demain, on les obligera à partir et partir ensemble. Mais c'est clair que, encore une fois, c'est clair de toute façon, c'est ce qu'on a soulevé. C'est le Vaïb et Shalach Paro. On avait expliqué cette problématique la semaine dernière. Vaïb et Shalach Paro. Pourquoi Vaïhi qui annonce une contrariété alors qu'on est sorti d'Égypte, tout va très bien, parce qu'il a fallu que le pharaon nous renvoie d'Égypte, sinon on ne serait pas sorti. Vous avez une frange de la population, malheureusement, qui eh bien, a tendance à attendre la dernière minute pour pouvoir revenir, et donc elle revient dans une situation qui n'est pas forcément évidente, et les accueillir en Israël n'est pas non plus évident, parce qu'il y a beaucoup d'attentes aussi par rapport à cela. C'est pas ce qu'on est en train de nous dire. On est dans cette situation-là où malheureusement, les Juifs s'en vont, encore une fois, certains, et je pense que je peux témoigner en mon nom, en tout cas, c'est clair que je suis venu en Israël à 19 ans, j'avais un petit idéal quand même. Je pense que les parents peuvent témoigner, j'avais un petit idéal. Oui, mais tu nous as ouvert la porte, parce que je dois dire, ça marche, c'est bon. que grâce à toi, on est juste là. Je sais, je suis beau, intelligent, génial. Allez, top. Et ton frère est suivi, et nous, on a fini par... Oui, ça c'est la sagesse. C'est la sagesse, la beauté, l'humilité. Voilà. Bien d'autres possibilités étaient envisageables pour atteindre le même résultat, à savoir couper la conscience juive de la civilisation occidentale d'alors et de son attachement à l'exil. Attachement à l'exil, c'est physique, c'est spirituel, c'est politique. Tu comprends, nous sommes de gauche en France, on est ouvert, on est humaniste. On ne peut pas tolérer une politique d'extrême droite quand on arrive en Israël. Voilà, ça c'est en général pendant 6 mois. Après 6 mois, on devient plus fasciste que les extrêmes droites eux-mêmes. Voilà.
Tout à fait. C'est vrai qu'on était de gauche. Il était, par exemple, possible d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux des maîtres de la Torah et des dirigeants des communautés européennes de façon qu'ils pénètrent le sens des enseignements de leur religion et conduisent au mieux leurs ouailles. Vous comprenez combien il utilise des termes ici qui sont profondément ironiques. D'accord? Il faut parler dans le sens de la paroisse. Dit Manitou qui va être viré de plein de communautés en France quand il est rentré. Vous vous rendez compte? C'est pas David Benita qui est viré. C'est le fils du grand Rav d'Algérie. Par son père. C'est le petit-fils du Rav Chaï Ben Touboul par sa mère. C'est pas le petit David Benita. C'est un des plus grands maîtres de notre génération. Il est viré des synagogues. On ne veut pas écouter ce qu'il dit. Cette approche se heurte également à tes difficultés lorsqu'elle est confrontée aux faits. Le sionisme est apparu dès le départ comme un programme concernant la nation tout entière et non comme l'expérience mystique de quelques élus décidant de se séparer de leur peuple pour fonder une oasis dans le pays des patriarches, sur ce désert. Non, on a envie de fonder un État, on peut tout reprocher à qui vous voulez, on peut reprocher à Max Nordau, on peut reprocher à Ben Gurion, on peut reprocher à Golda Meir, mais dans leur idée, il y avait cet idéal, que ce soit communiste, machin, on s'en fout pour le moment. Mais il y avait cet idéal étatique qu'on voulait construire, avec toute une sorte de ramification. Et pas genre des illuminés. Des rabbins parmi les plus grands de l'époque, Ashkenaz et Séfarades, avaient pris conscience, les plus connus étant le Rav Hirsch Kalischer, que j'ai cité tout à l'heure, le Rav Yehuda Ben Shlomo El-Kalaï, je dis en certains El-Kalaï, c'est El-Kalaï, et évidemment le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, Alav Shalom, dont l'œuvre mérite une mention particulière. Abotai, je vais, avant de juste pour terminer sur ce point, je vais rajouter un point sur le Rav Kook qui me paraît fondamental. Sur ce point, une autre assertion doit être réfutée selon laquelle l'État d'Israël fut créé uniquement ou essentiellement par les réfugiés du nazisme et de la Shoah. La vérité est que ces réfugiés trouvèrent leur place dans un issouf palestinien qui existait déjà bien avant la montée du nazisme. Et non, mais tu vois, c'est clair, c'est tranché. Maintenant, je vais vous dire un point, un truc essentiel. J'ai enseigné, en général, ça fait partie des enseignements qu'on donne à Rosh Hashanah. On parle dans la verset, n'est-ce pas, de Teka, le Shofar Gadol, les Cherutz, Kibbutz, Galioten. Sonnons le grand chauffard du rassemblement de la Israël. Quand on fait la bénédiction tous les jours dans la Mida, on demande de sonner le grand chauffard de Kibbutz Galiot. La Géoula, c'est d'abord le rassemblement des exilés, n'est-ce pas, en Eretz Israël. Achab, s'il y a un grand chauffard, il s'avère que techniquement, il y a aussi un moyen chauffard. Et il y a aussi un petit chauffard d'une bête qui n'est pas la plus élevée, qui n'est pas le haïl, qui n'est pas je sais pas comment on dit, l'agneau, pas l'agneau, j'ai oublié, le bouc, bref, de Israël Avinu, l'agneau pascal. Non, c'est pas l'agneau pascal, le bélier, qui n'est pas le bélier. Il y a une bête, quand on n'a pas de chauffard en notre possession, le jour de Rosh Hashanah, alors on va sonner un moyen chauffard, qui vient d'une bête cachère, mais qui n'est pas le bélier. Maintenant, la mitzvah de Rosh Hashanah étant tellement importante, alors quand on n'a pas un grand chauffard, et quand on n'a pas un moyen chauffard, alors on va utiliser un rhinocéros. On va utiliser une corne d'une bête, même impure, mais pour pouvoir s'acquitter de la mitzvah de sonner du chauffard. Ce que je vous dis là, c'est un halakha. Par contre, on ne fera pas la bénédiction sur le troisième chauffard, le petit chauffard. Mais le Rav Kook, c'est terrible. Le Rav Kook, nous sommes la veille de Rosh Hashanah 1933. Le Rav décède en 1935 et la dernière dracha qu'il a donnée, c'est celle-ci. Nous sommes à la synagogue de Rabbi Yehuda Chassid à Chourva. Si vous connaissez cette synagogue dans la vieille ville qui a été reconstruite depuis, qui a été détruite puis reconstruite, qui est ronde, qui est haut comme ça dans la vieille ville de Jérusalem. Le grand Rav d'Israël donne cette dracha. En parallèle avec le chauffard de la Géoula, nous avons ces trois chauffards, ilchatiquement parlant, que nous avons évoqués. Maintenant, l'idéal, c'est le grand chauffard. On revient en Eretz Israël avec la Torah. Mitor Gdusha. Le chauffard des élèves du Gaon de Vilna. Même avant lui, les chauffards de toute la bande des copains
de Ramak, de Maran Bet Yosef, le Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shlomo Levi Al-Kabetz, toute cette bande-là qui revient à Tzfat. C'est le grand chauffard. Mais on n'est pas tous les plus élevés au monde pour atteindre cette dimension toranique de revenir en Eretz Israël animé par la sainteté. Dit le Rav, c'est pas grave. Il y a le moyen chauffard, une volonté naturelle d'une nation de retrouver sa terre. Un chauffard qu'on va appeler Chiloni. Je dis ça, on est en 1933. Ça fait 6 mois que l'autre abruti est passé au pouvoir. Il y a des juifs qui sont déjà arrivés de Berlin dans cette synagogue pour écouter la dracha en Yeshiva, le grand Rav. Maintenant, si vous n'avez pas voulu écouter le grand chauffard, si vous ne voulez pas écouter le moyen chauffard, vous n'y échapperez pas. Vous écouterez le petit chauffard de la Géoula. Je dis en hébreu, je vais le traduire. Bal kochechem, bal oznechem astumot. De vos oreilles qui se sont voulues hermétiques, n'ont pas voulu entendre, vous entendrez le chauffard de la Géoula. Et ceux qui vont le sonner, il nous dit, c'est Isabelle la catholique, c'est Pitalora, c'est Aman, c'est Amalek, c'est Hitler. Vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre, ce chauffard de la Géoula. Mais évidemment, on ne peut pas faire de bénédiction sur ce chauffard. On ne fait pas de bénédiction sur une malédiction. Et vous vous rendez compte qu'il dit ça quand on n'est pas encore passé justement aux lois de Nuremberg? C'est une dracha qui est terrible, que j'enseigne, que j'ai enseigné maintes et maintes fois. Il est sur le site. Que j'ai enterré maintes et maintes fois. Et c'est une des drachas, bien évidemment, la plus choquante pour ces jeunes juifs qui arrivent fraîchement de France et tac, on balance. Mais elle est fondamentale. On le dit tous les matins. Fais en sorte, et pourtant on dit dans la prière, fais en sorte que mes yeux soient capables de voir la délivrance. Parce qu'il semble que malheureusement, vous avez un certain nombre de juifs qui ne sont pas conscients, qui ne voient pas et qui ne veulent pas voir ce que nous sommes en train de vivre à notre génération. Ça, c'est ce que dit Rav Kook. Et c'est ce que va dire le Rav Mordechai Atia qu'on avait cité, qui est ce que le Rav Ashkenazi se réfère. Je m'arrête là. Il nous restera, Bezrat Hashem, je crois que vous avez les feuilles prochaines, en raison des péchés du sionisme. On en parlera la prochaine fois. Vous avez ces feuilles-là. Je vais revoir les feuilles, je vais les imprimer. Je vais revoir ce qu'ils ont envoyé.